C'est l'une des figures majeures de l'histoire récente de France, l'homme qui a aboli la peine de mort et dépénalisé l'homosexualité. L'ancien garde des Sceaux, Robert Badinter, est dans Quotidien. Bonsoir Robert Badinter, bienvenue. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va. C'est très intimidant de vous recevoir. Allons-y. Est-ce que vous êtes conscient de l'image que vous renvoyez? Sûrement pas. Sinon, d'ailleurs, ce serait incommode, pour ne pas dire insupportable. Se voir à travers les regards des autres, c'est toujours une erreur. Vous vous rendez compte d'un truc quand même, de la figure morale que vous représentez? Je le redis, se regarder en se disant « Ah, c'est fini ». Vous arrêtez de penser, vous arrêtez de vous critiquer, vous arrêtez de convaincre, c'est terminé. Vous n'êtes plus que Narcisse se regardant lui-même. C'est tout ce que je déteste. Pas séduire, convaincre. Le grand Cicéron, le plus grand des orateurs, disait toujours en latin, l'éloquence c'est quoi? C'est d'abord plaire, en latin, placere, ensuite émouvoir et enfin convaincre. Voilà. Et je crois que cet ordre est important. J'ajouterai ceci, pour avoir beaucoup parlé dans ma vie, probablement trop, mais j'ajoute simplement ceci. Vous devez parler à vos auditeurs de ce qui les intéresse, pas de ce qui vous préoccupe. C'est eux qui comptent, c'est à eux que vous vous adressez, et par conséquent, si vous voulez convaincre, vous devez répondre précisément à leurs interrogations, à leurs préoccupations. Sinon, vous ne convainquez pas. Au mieux, vous divertissez. Quotidien est regardé par beaucoup de jeunes et on trouvait important de vous recevoir. Quel contact vous gardez avec la jeunesse? Vos petits-enfants sont très importants, je crois. Mes petits-enfants, ça va de soi, sont très importants. Ce n'est pas une originalité pour les grands-parents, c'est la loi commune. Simplement, le rapport avec les petits-enfants, il est plus aisé qu'avec les enfants. Parce que les grands-parents, ils n'ont avec leurs petits-enfants que des relations d'amour. Ils veulent leur faire plaisir, ils les aiment et ils n'ont pas la responsabilité qu'ont les parents. Donc c'est une relation privilégiée. Et c'est pour ça d'ailleurs. C'est ce qu'on comprend dans le livre. Oui. Il faut lire Idis, votre dernier livre. Idis, elle est en couverture, on la voit là en photo. C'était votre grand-mère, c'est un livre d'amour, l'amour d'un petit-fils pour sa grand-mère. L'amour, c'est difficile d'en parler, chacun a sa définition de l'amour. Comment le définir, cet amour-là? Écoutez, ce que je pense profondément, c'est que, je le disais tout à l'heure, les grands-parents, mais surtout les grands-mères, en tout cas dans mon cas, puisque son mari était mort, ce sont des fontaines d'amour. Vous comprenez? Moi, mes parents travaillaient dur, et à la maison était présente ma grand-mère. Et quand je repense à mon enfance, c'est toujours ma grand-mère que je revois, et toujours avec bonheur. Et c'est pour ça, à l'âge où les hommes qui étaient mêlés à la vie publique écrivent leurs mémoires, moi j'ai préféré écrire les mémoires de ma grand-mère. C'est comme si vous aviez une dette envers elle. Dette, je ne dis pas, non. C'est bien plus profond que ça. C'est, oui, finalement j'ai écrit ce livre. C'est en effet un message d'amour. Un message d'amour, moi j'ai atteint maintenant plus que l'âge qu'elle avait, et je me suis dit, il est temps. Il est temps de dire, sinon de lui dire, tout l'amour que je lui portais. Et ça n'est que ça, ce livre. C'est assez rare. J'aurais pu écrire mes mémoires politiques, mes mémoires judiciaires. Non, j'ai préféré revenir à ma grand-mère. Ça viendra peut-être. On verra. En tout cas, vous dites pas non. On verra. On verra. Ce qui est raconté dans le livre, vous le résumez comme un destin juif européen et cruel. Je cite. Tout commence en Bessarabie. On dirait un pays de fiction et pourtant, pas du tout. Ça se situe ici. On va voir sur la carte. La Bessarabie correspond aujourd'hui à une partie de l'Ukraine et de la Moldavie et la ville de Kishinev correspond aujourd'hui à Chisinau, la capitale de la République de Moldavie. Oui, mais à l'époque, ce n'était pas ça du tout. C'est ça. C'était la capitale de la province de Bessarabie, et la Bessarabie faisait partie, à l'époque d'Idis,
de l'immense empire tsariste russe. C'était un territoire qui était contrôlé, dominé, administré par le pouvoir tsariste. Et là fleurissait un antisémitisme et d'État et populaire insupportable. Idis fuit cette région et vient en France. Entre guillemets, heureux comme un juif en France. On disait ça à l'époque. Heureux comme un juif en France. Pourquoi le disait-on? Parce qu'il faut bien mesurer que la Révolution française a donné pour la première fois dans l'histoire de l'Europe et notamment continentale, aux Juifs la qualité de citoyens. Ils ne l'avaient pas sous l'Ancien Régime. Ils étaient tolérés. Il y avait un vieil édit royal qui interdisait la présence des Juifs en France, ça remontait à Philippe le Bel. Donc à chaque roi, il fallait réobtenir l'autorisation de demeurer. Ça n'était pas évidemment sans contrepartie. Mais le fait que seul en toute l'Europe continentale, les Juifs devenus citoyens voulait dire qu'ils pouvaient être fonctionnaires, voulait dire qu'ils pouvaient être magistrats, des Juifs jugeant des catholiques. Mesurez ce que cela signifie dans l'Europe du XVIIIe siècle. Ils pouvaient être officiers. Ce n'était pas sans difficulté, l'affaire Dreyfus l'a montré. Mais peu importe, ce qui comptait, c'est qu'en France, à cette époque, et seulement en France, vous aviez, pour les Juifs, la reconnaissance de leur citoyenneté et de leur dignité. Et c'est pour ça qu'on répétait toujours « heureux comme un Juif en France ». Et justement, tout à l'heure, on a parlé du sondage de CNN. Vous m'en avez parlé tout à l'heure dans l'éloge. Qu'est-ce qui s'est passé? On est en 2018. Écoutez, j'ai entendu avec consternation les résultats de ce sondage, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, on dit il y a trop de Juifs dans les affaires, et ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement qu'on veut que ces citoyens français qui ont le même droit et le même amour de la France que les autres soient cloisonnés, parqués, qu'on les redoute, que c'est une espèce différente. C'est exactement la teneur que tenait à l'époque de l'occupation, sous le gouvernement de Vichy, le délégué général aux questions juives du gouvernement de Vichy. Il disait, ah oui, juifs, à dose homéopathique, c'est possible, encore, faut-il qu'il passe... Numerus clausus dans les professions, interdiction évidemment de la fonction publique, mais tous les gains de la Révolution française effacés. Et l'argument était le suivant. Il en va des Juifs comme d'un poison. À dose homéopathique, ça va. Mais s'il dépasse un certain seuil, à ce moment-là, c'est la santé de la nation qui est compromise. Je ne sais pas si vous mesurez ce que ça pouvait être pour un garçon qui avait à cette époque-là 13 ans. Moi, mon frère, qui en avait à cette époque 16, que d'entendre ça, exactement comme lorsque je vais là, au Palais Berlitz, pour voir l'exposition « Les Juifs et la France ». Vous racontez ça dans le livre. Oui, mais c'est inimaginable ce que nous avons vu. Alors, on vous disait, on répétait à la radio, « Ah, les Juifs sont les rats de l'humanité ». Vous avez 13 ans, rats de l'humanité, vous, voilà. Alors vous avez le choix qu'entre deux solutions, ou désespérer ou rire. Nous préférions rire. Et vous avez ri? Oui, mais pas dans le Palais Berlitz. Dehors. En 1942, regardez cette image. On voit ce genre de panneau réservé aux enfants, interdit aux Juifs. Comment on réagit? Vous avez 14 ans à cette époque-là. On réagit comment? Un gamin de 14 ans, quand il voit ça, il réagit comment? Pas que ça. À la fin du livre, il y a le tableau complet des interdictions promulguées et par les Allemands et par le gouvernement de Vichy. Elles sont multiples. Le couvre-feu à Paris, c'était minuit pour tout le monde. Pas pour les Juifs, c'était 8 heures. Le métro, les Juifs ne pouvaient utiliser le métro que dans le dernier wagon de seconde classe. Il y en avait 2 à cette époque-là. Seulement là, dans l'autobus. Seulement les places du fond, debout. Sinon, vous attendiez le prochain. S'agissant, ce qui est plus perfide encore, de l'heure
pendant lesquelles vous pouviez faire vos courses ménagères. C'était 16, 17 heures. Pourquoi? Parce que, comme on avait servi tout le monde avant, il y avait les restes ou rien du tout. Et je pourrais continuer cette longue liste d'interdictions. Les professions fermées. On a oublié, parce que ça n'a pas été mis en œuvre, que dans les lycées, on prévoyait que ce serait seulement 5% d'élèves juifs qui pouvaient être admis, le numerus clausus. Il existait d'ailleurs dans la Russie tsariste, et c'est une des raisons pour lesquelles les juifs s'en allaient. Parce que c'est l'interdiction de pouvoir faire des études secondaires. Et je pourrais continuer la liste de toutes les mesures de persécution. Et croyez-moi, quand vous avez l'âge de l'adolescence et que vous voyez cette affiche, interdit aux juifs, quoi? Le parc à jeux. Les enfants juifs ne peuvent pas jouer. Pourquoi? Quand est-ce que, quand vous avez cet âge-là, vous ne vous posez pas la question? Et le sondage de CNN de cette semaine dit que les gens oublient en 2018 ce qui s'est passé. Ils oublient la Shoah. Ils l'ignorent. Pourquoi? Ils ne l'oublient pas, ils ne l'ont jamais Ils l'ignorent. Ils l'ignorent, ça ne leur a pas enseigné, puis ça ne les intéresse pas. Mais pourquoi? Pourquoi? Je réponds parce que ça ne les intéresse pas. C'est tout. Ce qui fut Je pourrais aller plus loin dans l'histoire, évoquer le massacre de la Saint-Barthélemy. Qui s'intéresse à ce massacre qui a été un crime contre l'humanité à Paris? Les historiens, c'est tout. Alors, la Shoah, là, je reviens à l'essentiel. On a tué les nazis et leurs complices. Ont tué dans l'Europe près de 6 millions de juifs. Dans ces millions de juifs, il y avait des vieillards, des vieilles femmes, des enfants. Des enfants, vous voyez, à chaque fois que je pense à cette image d'enfants juifs, souvent, leurs parents étaient étrangers, mais eux étaient nés en France et ils étaient citoyens français. Et je pense à ces wagons qui s'en allaient vers les camps d'extermination de Pologne, wagons bestiaux plombés, et montaient là des enfants, les petites filles de 7 ans qui tenaient par la main leurs frères de 5 ans pour aller mourir. Et pourquoi? Parce qu'ils étaient juifs. Alors vous comprendrez qu'à mon âge avancé, je n'ai jamais pu oublier ça. Parce que c'est l'inhumanité à l'état pur que le racisme, toutes les formes de racisme. Et moi, j'ai vécu celle-là et je connais bien. Et je pourrais, à cet égard, raconter les anecdotes, plutôt les histoires les plus douloureuses. Ce que je ne fais pas dans l'idée. Elle meurt à Paris pendant l'occupation, mais de maladie, non pas en déportation. On marque une pause. On continue la discussion avec Robert Badinter. À tout de suite. Robert Badinter est l'invité exceptionnel de Quotidien. Il publie Ibis. C'est un livre sur sa grand-mère, un livre sur l'amour, l'assimilation et la transmission. Il était comment le petit Robert Badinter? Studieux. C'est tout? Il avait ses défauts, mais c'est pas à moi de les énoncer. Des défauts d'enfant. Vous êtes où, là? Vous êtes lequel? Là-haut, sur la photo, là. Je suis le plus petit, le plus jeune, là. C'est celui avec la frange. L'autre, c'est mon frère. Mais c'est moi qui pédale. Vous avez l'air malicieux, quand même. Vous le dites, je vous crois. Oui. Oui. Vous l'avez toujours, par ailleurs. Oui. Le temps a passé, hein, soyons sérieux. Oui, mais l'air malicieux est resté. Ce qui est certain, c'est que, tel que j'étais à cet âge-là, et avec ma grand-mère, nous avions des rapports exquis. Alors, comme toutes les grand-mères, elle avait toujours un grand sac dans lequel elle laissait exprès des friandises, des croissants, du chocolat, plongeait là-dedans. Je n'étais pas le seul, mes cousins arrivaient pour ça aussi. C'était, vous savez, comme une nuée de mouettes là, qui viennent, hop,
autour d'elle, elle adorait ça. Elle disait « Oh, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille ». Non, elle adorait. Oui. Je voudrais entendre votre voix et revoir des images qui donnent la chair de poule. Nous sommes le 17 septembre 81, vous êtes ministre de la Justice et vous prononcez ce discours historique pour l'abolition de la peine de mort. Ceux qui veulent une justice qui tue, ceux-là sont animés par une double conviction. La première est qu'il existe des hommes totalement coupables, c'est-à-dire des hommes totalement responsables de leurs actes. Et la deuxième, c'est qu'il peut y avoir une justice sûre de son infaillibilité, au point de dire que celui-là peut vivre et que celui-là doit mourir. Le 20 décembre 81, devant l'Assemblée nationale, vous soutenez la proposition de loi visant à dépénaliser l'homosexualité. La loi sera adoptée le 27 juillet 82, il y a seulement 36 ans. L'Assemblée sait d'ailleurs quel type de société dans l'histoire, et aujourd'hui encore, toujours marquée par l'arbitraire, l'intolérance, le fanatisme ou le racisme, a constamment pratiqué la chasse à l'homosexualité. Il n'est que temps d'ailleurs, à cet égard, de prendre conscience de tout ce que la France doit aux homosexuels comme à tous ses autres citoyens dans tant de domaines. Le 16 juillet 92, vous êtes alors président du Conseil constitutionnel et vous assistez à la commémoration de la rafle du Veldiv. Le président Mitterrand, venu rendre hommage aux victimes, se fait huer par une partie du public et vous ne réprimez pas votre colère. Vous m'avez fait honte en pensant à ce qui s'est passé là. Vous m'avez fait honte. Il y a des moments où il est dit dans la parole, les morts vous écoutent. Croyez-vous qu'ils écoutent cela? En 2007, un procès vous oppose au négationniste Robert Forisson. Devant le tribunal, vous prononcez ce discours mémorable. Que les choses soient claires. Pour moi, jusqu'à la fin de mes jours, tant que j'aurai un souffle, monsieur Forisson, vous ne serez jamais, vous et vos pareils, que des faussaires de l'histoire. Des faussaires de l'histoire, et de l'histoire la plus tragique qui soit, dont j'espère que l'humanité tirera, elle, la leçon et gardera le souvenir. D'où vient cette force, cette voix, cette révolte? Oui, j'ai un demi-sourire. S'agissant de la colère qui m'a pris, là, j'avais dit Avec avant... Forisson? Non, non, là, je le revois en ce moment. À au Veldiv? Oui, au Veldiv. C'est pas du tout pour Mitterrand. Ça n'a rien à voir avec Mitterrand. Mitterrand, je l'avais suivi, j'avais participé avec lui à des dizaines de meetings dans lesquels on était conspués, hués. Il avait un cuir absolument imperméable à ce genre de choses. Donc je n'avais pas, moi, à me mettre à cet égard en colère. Non, c'est à cause d'Idis. Et je l'ai dit, mais ça a été perdu dans le montage. Votre grand-mère? Oui, parce que on venait, s'agissant de ceux que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire de tous ceux qui avaient été arrêtés par la police de Bousquet, mis là, au Veldiv, et ensuite livrés aux Allemands pour mourir à Auschwitz. Et là, qu'au moment le plus solennel, on avait dit la prière des morts, un témoin était venu rappeler le martyre qu'ils avaient subi. Et voilà que d'un seul coup, des manifestants transformaient ce qui était une cérémonie de commémoration chargée d'émotions. Ils la transformaient en manifestation politique. Et je me suis souvenu à cet instant, et je le dis 2 minutes avant cette phrase, mais ça n'est pas là, je dis, ma grand-mère, et c'était Idis, disait toujours, faites attention mes enfants, les morts nous écoutent quand on parle d'eux. Et c'est cette idée et cette conviction qui m'ont fait éclater de colère, parce qu'à cet instant, il s'agissait bien des morts en déportation, y compris des enfants, et pas le moment d'une manifestation politique. Et c'est pour ça
que j'étais hors de moi, et je pense que ça n'est pas sans rapport avec ma grand-mère Idis. Les morts nous écoutent quand on parle d'eux. La phrase que vous avez envie de dire ce soir, celle qui vous a aidé à vivre et celle qui peut nous faire réfléchir, ce serait laquelle? Ce serait une phrase de Victor Hugo, plus grand des abolitionnistes, aussi plus grand, à mon sens, des poètes français. Et Victor Hugo disait, justement, à propos de l'abolition, il répétait, on ne doit jamais retirer à un être humain sa vie, ni la possibilité de devenir meilleur. La possibilité de devenir meilleur, c'est un droit sacré. Et j'ajoute que c'est une vision de l'être humain que je partage complètement. Il faut réserver cette chance. C'est la grande question, vous savez. En matière de justice pénale, j'ai tant contribué et tant vécu ces procès, je sais cela. Le droit de devenir meilleur, c'est la question majeure de la réinsertion. Que l'on sache qu'il faut permettre cet exercice du droit de devenir meilleur, car sinon, c'est vous enfoncer dans la malédiction d'origine. Idis est l'histoire de votre grand-mère, mais c'est une histoire qui va bien au-delà et ça va passionner tous ceux qui vont le lire. Ça s'appelle donc Idis, c'est chez Fayard. Je vous remercie très chaleureusement d'être venu sur le plateau de Quotidien. Merci beaucoup.